Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'interviewer ce matin Kevin Granger. Kevin Granger, vous êtes coordinateur suisse roman pour ProSuisse notamment, et vous êtes aussi président de l'UDC Vaud, l'Union démocratique du Centre. Bonjour Kevin Granger. Bonjour Ludovic Malo. C'est un grand plaisir de vous avoir en interview. Ce matin, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Vous êtes origine du Chablais, n'est-ce pas? Vous êtes impliqué assez tôt dans la politique à l'UDC et puis vous êtes aussi quelqu'un manifestement qui est assez proche de la terre et des réalités du terrain. Vous pouvez nous vous présenter déjà et puis nous parler un petit peu de ce que vous avez fait et où vous en Très êtes volontiers. aujourd'hui? Tout d'abord, merci de votre invitation. Donc, j'ai 39 ans et j'ai un peu plus de 20 ans d'engagement en politique. J'ai commencé très jeune, au tournant de l'année 2000 en réalité, et tout de suite avec la volonté de défendre la Suisse, ses spécificités, son indépendance. À cette époque-là, en Suisse, il y a donc 24 ans, on parlait beaucoup, on s'engageait beaucoup sur la question de nos relations avec l'étranger, avec l'Union européenne en particulier. Il y avait un vrai débat sur l'identité suisse, ce qu'elle était. C'était aussi peut-être, vous vous en rappelez, la période de l'affaire dite des fonds juifs en déshérence. On interrogeait beaucoup notre passé, notre identité. C'est pétri de ces convictions patriotiques que je me suis engagé en politique. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on va parler dans cette interview de essentiellement cette initiative sur la neutralité suisse. Donc, la neutralité suisse, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit en réalité. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rafraîchissement historique sur ce qu'est la neutralité suisse? La neutralité suisse, c'est quelque chose de constitutif à la souveraineté suisse. Alors, on remonte un tout petit peu dans le temps, mais je pense que c'est important de poser cette base historique pour comprendre la nécessité de cet attachement, qui n'est pas finalement une politique opportuniste, une politique désintéressée ou indifférente à l'endroit des affaires du monde, mais qui en réalité est constitutif, qui fait partie de l'ADN de la Suisse. La neutralité suisse, en fait, vous allez la retrouver très tôt déjà dans le Moyen Âge, dès le 15e, 16e siècle. Et puis, elle va être confirmée une première fois au niveau international, reconnue au niveau international lors des traités de Westphalie. Donc, on est en 1647, 1648. Et la Suisse, à ce moment-là, la Confédération suisse va se détacher du Saint-Empire romain germanique dont elle est issue, et à la condition qu'elle gagne en souveraineté, à la condition qu'elle soit neutre, qu'elle n'adhère pas à l'avenir à d'autres grandes puissances. On peut penser au Royaume de France à cette époque. Et donc la Suisse est souveraine et elle est neutre. Et ça, depuis toujours, cette neutralité, elle va être ensuite rappelée à travers l'histoire. On se rappelle aussi en 1815, après les guerres napoléoniennes, au moment de la Restauration, la Suisse revendique sa neutralité lors des congrès de Vienne et de Paris. Cette neutralité va être confirmée par les puissances européennes du moment. Elle doit être à ce moment-là perpétuelle et armée. C'est des notions qui sont importantes puisqu'on va retrouver ces notions dans le texte de l'initiative que le Pro-Suisse va déposer dans quelques jours. Au moment où on se parle, donc ce sera dans quelques jours, à la mi-avril, que ça va être déposé. Et puis, je dirais que cette compréhension de la neutralité perpétuelle et armée, elle va nous accompagner jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, où à ce moment-là, en fait, à la chute du mur de Berlin, il va y avoir en Suisse une vraie interrogation sur notre place internationale, nos relations avec l'ONU, avec l'Union européenne, et on va commencer à relativiser en Suisse. Il y a des forces politiques qui vont finalement ne plus tolérer le consensus sur cette neutralité perpétuelle armée, qui vont évoquer par exemple une neutralité active. C'était les propos de la ministre suisse des Affaires étrangères en 2008, Micheline Calmiret. Plus récemment, Ignazio Cassis, son successeur à la tête du ministère des Affaires étrangères, a parlé de neutralité coopérative dans le cadre de la guerre qui fait rage actuellement encore à l'est de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est dans ce contexte-là que ProSuisse décide de lancer l'initiative pour réaffirmer que la neutralité suisse, conformément à la compréhension historique traditionnelle, elle est perpétuelle, elle est armée
Et donc, c'est ce principe-là que nous entendons inscrire dans la constitution de la Suisse. Alors, c'est évidemment d'autant plus d'actualité puisque avec ce conflit en Ukraine et la Russie, la Russie a fait le reproche à la Suisse de pas être neutre dans cette histoire. Donc, effectivement, ça a des conséquences très importantes sur la Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est évidemment lié, hein. C'est aussi pour ça que vous avez décidé de remettre le sujet sur la table. Oui, tout à fait. C'est exactement pour ceci, parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, la neutralité suisse, en réalité, elle n'est pas définie constitutionnellement à ce jour. La Constitution suisse, elle prévoit que la Suisse est neutre, elle le dit à deux reprises. Elle le dit une fois pour affirmer que la Suisse est neutre, la Suisse est un État neutre, et puis ensuite pour dire que c'est le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, qui est garant de cette neutralité. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette neutralité? Eh bien, ce n'est pas précisé dans la Constitution, ce n'est pas écrit noir sur blanc. C'est bel et bien là le problème que nous voulons corriger avec l'initiative. Parce qu'il y a, comme je l'évoquais il y a quelques instants, jusqu'à la chute du mur de Berlin, donc jusqu'à la fin de la guerre froide, la fin des années 80, un consensus indiscutable en Suisse, c'est que la Suisse, elle est neutre de manière armée et perpétuelle. D'ailleurs, c'est intéressant de constater un événement historique important. 1986, il y a une initiative populaire en Suisse qui demande l'adhésion de la Suisse à l'ONU, et cette adhésion, elle est refusée très nettement d'ailleurs par les Suisses en 1986. La question sera reposée une quinzaine d'années plus tard, en 2002, et là, c'est l'inverse. Les Suisses vont accepter d'adhérer à l'ONU. On va être le dernier État à l'exclusion du Saint-Siège, du Vatican, à entrer dans l'ONU. Mais enfin, on voit là une évolution des mentalités liée finalement à la chute du mur de Berlin. Et donc, du coup, chacun s'approprie la neutralité en Suisse comme il le veut. Vous pouvez questionner tous les acteurs politiques de gauche et de droite. Chacun vous dira pourquoi est-ce qu'il tient à la neutralité suisse, mais comme cette dernière n'est pas déterminée, chacun, on dit ce qu'il a bien envie d'en dire, chacun manipule le terme de neutralité comme il l'entend. C'est pour mettre un terme, en fait, à cette appropriation, à cette instrumentalisation de la neutralité que nous décidons aujourd'hui avec ProSuisse d'en définir, en fait, les contours, qu'est-ce qu'elle est, et donc de proposer cette définition historique, traditionnelle, celle qui est issue de la longue tradition de neutralité suisse, la neutralité perpétuelle et armée. C'est ça que nous proposons de soumettre au choix des Suisses dans quelques années. Alors, je pense que c'est important que l'audience comprenne les enjeux de cette neutralité. La Suisse a été capable de faire une politique justement de bons offices et de conciliation avec différents pays qui étaient en conflit. Et c'était justement cette politique de bons offices qui était assise sur cette neutralité. Mais du fait que cette neutralité est démembrée petit à petit par un certain nombre de forces dont on va parler tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez donner plus de précision justement sur cet enjeu de la Suisse ne peut être positionnée comme médiatrice uniquement dans un contexte de neutralité? Bien évidemment. Tout d'abord, il faut être. L'honnêteté m'oblige à vous dire qu'il y a des enjeux de politique interne à la Suisse et des enjeux de politique étrangère à la Suisse. Les deux aspects sont finalement très importants parce que la Suisse, c'est un fait connu, c'est un pays plurilingue, il y a plusieurs cultures, il y a deux grandes confessions qui cohabitent depuis, euh, depuis le XVIe siècle, donc le catholicisme et le protestantisme. Et la neutralité a d'abord été un outil de paix, de prospérité, de sécurité pour la Suisse, pour les cantons suisses, pour que finalement les tentations, elles ont été nombreuses dans l'histoire, de voir éclater la Confédération, probablement, et c'est un exemple que je vais prendre parce que je pense qu'il est représentatif de la situation actuellement en Ukraine. La Suisse, il y a à peu près un siècle de ça, lors de la Première Guerre mondiale, elle est extrêmement divisée. Les francophones de Suisse sont pro-français, les germanophones de Suisse sont pro-russes, et pour maintenir un ciment fédéral, un ciment entre les cantons suisses, la neutralité, en fait, a été là essentielle. Donc la neutralité, c'est d'abord un outil de cohésion nationale, de cohésion sociale, de paix à l'intérieur de la Confédération suisse. Et ensuite, c'est aussi un outil de paix internationale, c'est une stratégie de diplomatie pour la Suisse. C'est ce qui a notamment fait de Genève ce qu'elle est, la Genève internationale, le siège de la Société des Nations, cette cité qui
depuis des siècles, accueille des organisations internationales de promotion de la paix, de l'humanité. Je peux penser au CICR, par exemple, qui est aussi présent à Genève, donc le Comité international de la Croix-Rouge. Et la Suisse va développer au fur et à mesure des siècles cette reconnaissance, cette crédibilité des bons offices, d'être le lieu, le terrain neutre sur lequel on peut se rencontrer, dans lequel on négocie la paix, dans lequel on dialogue et où laquelle la diplomatie peut s'exprimer. Et c'est ça un enjeu international parce que c'est pas facile, c'est même probablement particulièrement difficile de pouvoir se mettre d'accord dans un cas de conflit entre belligérants d'un endroit où on est d'accord de se rencontrer, on est d'accord de se parler. Et jusqu'à présent, la Suisse était ce lieu. Je rappelle qu'en 2021, c'est pas si vieux que ça, c'était en juin 2021, c'est bel et bien à Genève, sous le patronage de la Suisse, que se sont rencontrés les présidents américains Joe Biden et russe Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, le constat d'échec, un constat amer, c'est que un de ces deux belligérants, les Russes, ne voient plus la Suisse, ne considèrent plus la Suisse comme un État crédible en matière de neutralité et refusent les appels du pied qui ont été formulés par le ministère des Affaires étrangères suisse à considérer la Suisse comme un lieu possible de discussion. Et c'est une pertimence pour la paix dans le monde, une pertimence d'une carte importante que la Suisse pouvait jouer, modeste, certes. On ne félicite jamais l'arbitre sur le terrain, c'est ainsi. On ne peut jamais être champion du monde en étant l'arbitre, mais néanmoins, il faut un arbitre. Néanmoins, il y avait une valeur ajoutée que la Suisse pouvait apporter à la diplomatie mondiale. Cette valeur ajoutée, c'était sa crédibilité en tant qu'État neutre, crédibilité qu'elle a elle-même sabotée au début du conflit entre Ukrainiens et Russes. Et cette initiative que j'évoque, lancée par ProSuisse, a pour vocation de réhabiliter la crédibilité de la neutralité suisse, non seulement à l'interne, mais aussi aux yeux du monde. Alors, clairement, la Suisse a une place, a toujours eu une place importante de médiatrice, justement, au niveau international. Elle héberge aussi un nombre important d'organisations internationales, donc ce n'est pas un hasard. Et il y a certaines forces depuis plusieurs années. Bon, moi, je suis franco-suisse, donc je connais bien aussi la situation et j'ai suivi un petit peu au niveau politique ce qui se passait. Je voyais de l'activisme de Madame Mireille, qui était au Conseil fédéral, qui a été aussi présidente de la Confédération, Monsieur Pascal Couchepin aussi. Ces deux personnes ont joué un rôle important pour, entre guillemets, saboter cette neutralité et en parlant de concept de neutralité active, mais ça n'a aucun sens. Comment vous interprétez ce, ce, cette manipulation ou magie noire langagière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a une volonté de manipuler le champ sémantique, de sortir la neutralité de ce qu'elle est, de la compréhension. J'évoquais tout à l'heure le fait que jusqu'à la fin des années 80, il y a un vrai consensus en Suisse sur ce qu'est la neutralité. Et l'évolution politique post-chute du mur de Berlin, post-chute du soviétisme, va redistribuer les cartes et de plus en plus de voix en Suisse vont finalement abandonner l'idée d'une Suisse neutre, d'une Suisse souveraine. C'est d'ailleurs très intéressant de constater en Suisse que les tenants de la neutralité sont exactement les mêmes que les tenants de la souveraineté. Il y a vraiment ce lien que j'évoquais tout au début de notre entretien, cet ADN profond entre souveraineté, neutralité. L'un est constitutif de l'autre. Les deux sont les pieds sur lesquels la Suisse est un État souverain. Et, et donc en Suisse, il va y avoir à la fin, donc durant les années 90-2000, la volonté de rediscuter tout ça. Puis il va y avoir effectivement cette outrance de langage, neutralité active, c'est une formulation creuse, c'est un terme tiroir. Ça permet de dire on reste neutre. Ça, c'est une posture importante. Les Suisses aiment leur neutralité. Tous les partis revendiquent la neutralité. À gauche, peut-être plus par pacifisme qu'à droite, ou à droite, peut-être c'est plus par conservatisme et par souverainisme. Mais néanmoins, chacun revendique la neutralité. Elle est, pour certains, désormais active. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Rien du tout, si ce n'est que ça offre une posture politique. Depuis quelque temps, elle a été coopérative dans la bouche d'Ignazio Cassis. Et aux yeux de pro-suisse, aux yeux de ma famille de pensée politique, il s'agit en fait aujourd'hui de rétablir la dignité de la neutralité suisse, sa compréhension historique et traditionnelle.
C'est donc non seulement important pour cesser de permettre la manipulation de ce mot et de cette politique, mais c'est aussi absolument nécessaire pour réhabiliter la crédibilité de la neutralité, parce que nous l'avons vu, nous l'avons constaté au lendemain du début du conflit en Ukraine et de la reprise des sanctions décidées par les pays occidentaux, eh ben, tous les grands médias étrangers, français, allemands, américains, anglais, ont titré sur l'abandon de la neutralité par la Suisse. La Russie, on l'a déjà évoqué, elle ne considère plus la Suisse comme un État neutre. Donc il y a véritablement la perception désormais au niveau international que la Suisse a abandonné sa neutralité. Pour la réhabiliter, il faudra que le peuple vienne le faire, que par un acte souverain fort, un acte démocratique, le peuple suisse, dans quelques années, vote pour l'inscription de la neutralité suisse, de cette définition de ce qu'est la neutralité suisse dans la Constitution. Alors, on voit bien qu'il y a une volonté, notamment de l'Union européenne, d'imposer à la Suisse tout ce qu'elle décide, finalement, et on en vient aux avoirs russes euh, qui, euh, qui sont actuellement gelés, si je ne me trompe pas, et que la Suisse se retrouve justement au milieu d'une affaire où elle est sous les injonctions de l'Union européenne. C'est quand même invraisemblable. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Eh ben, c'est vraiment la situation qui a poussé ProSuisse à lancer l'initiative populaire qu'on évoque ensemble aujourd'hui. Finalement, ce qui est dénoncé de notre part, ce qui est éminemment regrettable aux yeux de notre histoire, de notre neutralité, de notre souveraineté, c'est le suivisme qui a été celui de la Confédération suisse à reprendre les sanctions de Bruxelles, les sanctions dictées par Bruxelles, par Washington à l'endroit de la Russie. Je ne parle pas ici, je ne fais pas de jugement du tout quant à la pertinence de ces sanctions, la nécessité de ces sanctions. C'est un tout autre champ politique que je ne désire pas ouvrir. Ce que je regrette, par contre, c'est le suivisme. C'est-à-dire que la Suisse a abandonné l'idée de reprendre des sanctions euh, décidées par elle-même euh, vis-à-vis des belligérants de cette affaire, mais qu'elle a suivi en réalité ce qu'on lui commandait de faire. L'initiative que j'évoque avec vous permet, enfin précise dans le texte d'initiative, ce qui, en cas d'acceptation par le peuple, serait inscrit dans la Constitution, que la neutralité suisse, et ça c'est une clause qui est explicitement écrite dans le texte que nous proposons, ne doit pas non plus servir à contourner des sanctions prises par une partie des belligérants contre d'autres. C'est-à-dire que la Suisse serait tenue d'éviter d'être l'instrument qui permettrait de contourner les mesures prises par autrui. Donc, ce type de cas de figure peut être redouté par certains États belligérants d'un conflit. Notre initiative prévoit précisément qu'on est en mesure de prendre des mesures, qu'on sera en droit de prendre des mesures respectant la neutralité pour éviter que certaines décisions de belligérants soient contournées. Donc, elle offre beaucoup de flexibilité, cette initiative, et ce qu'elle va surtout combattre, c'est le suivisme, c'est le fait d'être inféodé à des décisions prises par autrui, ce que malheureusement la Confédération suisse, le gouvernement suisse a décidé de faire en 2022. Alors, moi, en connaissant un petit peu en sondant un petit peu les différentes tendances, je me rends compte que je pense que cette initiative a de grandes chances de passer. Si on revient un petit peu sur le processus actuel, donc, est-ce que vous avez obtenu toutes les signatures ou pas? Oui, l'initiative, à l'heure où on se parle, vous et moi, elle n'est pas encore déposée, elle le sera dans le courant du mois d'avril. Elle devra donc ensuite être validée. Il s'agit d'avoir 100 000 signatures authentifiées de citoyens suisses pour qu'elles soient validées. Il y en a aujourd'hui plus que ça. Donc même si certaines signatures seraient invalidées par la chancellerie fédérale, par l'organe de contrôle de ces signatures, la réserve qui a été accumulée est suffisamment importante pour affirmer avec une certitude de 99% que l'initiative populaire que nous avons déposée sera bel et bien soumise au peuple suisse. On votera en Suisse probablement dans le courant de l'année 2027-2028 sur cet objet. Alors, je rappelle que vous êtes de l'Union démocratique du Centre, vous occupez dans le canton de Vaud
de l'UDC. Donc l'UDC, pour les Français qui nous écoutent, c'est donc un parti conservateur de droite. Vous êtes aussi un parti qui est assez proche de la terre, de l'agriculture, historiquement. Euh, Vous avez lancé d'autres initiatives par le passé qui ont fait passablement de bruit et de vagues, mais qui étaient aussi nécessaires. Et là, je pense à l'initiative sur les minarets, je pense à l'initiative sur le renvoi des criminels étrangers. Et j'avais suivi à l'époque cette initiative et la menace qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est qu'il y a certaines initiatives qui sont acceptées par le peuple, donc elles doivent être en tant que telles respectées, mais il se trouve qu'il y a certaines manœuvres par la suite pour en diluer la portée. Est-ce que vous avez pas peur que l'initiative sur la neutralité soit, si elle est acceptée par le peuple, et ce que je pense, parce que je pense que la majorité des Suisses valideront cette initiative pour de nombreuses raisons, est-ce que vous ne pensez pas que finalement le Conseil fédéral, dans le dos du peuple, va chercher à diluer ce que le peuple décidera? Vous avez raison de souligner que ces 2 dernières décennies ont vu des décisions prises par le peuple suisse contournées, relativisées, voire contournées, donc hein, clairement par l'élite politique qui en fait s'était opposée. Souvent, le Conseil fédéral s'oppose aux initiatives populaires qui sont proposées parce que précisément si les initiatives sont lancées, c'est bel et bien pour proposer un autre chemin que celui décidé par le gouvernement. Et en fait, la loi en Suisse prévoit que le Conseil fédéral, en tant que organe gouvernemental, est chargé d'exécuter ensuite les lois. Et donc, il appartient, lorsqu'une initiative populaire est acceptée, en fait, il appartient aux perdants, à savoir au Conseil fédéral, de mettre en œuvre la loi. Et malheureusement, on a pu constater, vous avez raison de faire ce constat, que ces 2 dernières décennies, on a pu voir sur plein d'objets différents des initiatives acceptées, et ensuite le gouvernement qui peine à mettre en œuvre l'initiative telle que les, euh, les initiants l'avaient prévu et telle que la majorité du peuple suisse l'avait souhaité. Et donc, l'initiative sur la neutralité souffre en fait du même, euh, potentiellement du même risque que celui-ci, parce qu'effectivement, le droit d'initiative en Suisse, c'est un droit populaire qui permet à des citoyens de modifier la constitution suisse, la constitution fédérale, mais les principes ou les articles constitutionnels doivent ensuite être traduits dans la législation. Et là, le citoyen suisse n'a malheureusement pas son mot à dire. Ça, c'est le Parlement suisse qui a son mot à dire. Et si le gouvernement et le Parlement s'entendent pour ne pas appliquer à la lettre une initiative, ils ont effectivement le pouvoir de nuire au texte d'initiative tel qu'il a été souhaité par le peuple. Voilà, donc, est-ce que la question se posera concrètement dans le cas de figure où l'initiative est acceptée? Eh bien, peut-être. Il s'agira à ce moment-là de combattre des mises en œuvre relativistes de l'initiative, et à la fin, il appartiendra au peuple aussi de constater si sa volonté n'est pas suivie, eh ben, lors des prochaines élections fédérales ou élections nationales, quand on élit notre Parlement, c'est tous les 4 ans en Suisse que nous procédons à l'élection du Parlement, mais il appartient aussi au peuple suisse de sanctionner ces politiciens qui ne respectent pas leur mandat constitutionnel de mettre en œuvre et de respecter les décisions populaires. Et là aussi, le peuple devra peut-être aussi sanctionner à juste titre les élus qui viendraient à se compromettre en n'appliquant pas la volonté populaire. Alors justement, l'UDC, donc parti conservateur de droite au Parlement, à l'Assemblée fédérale à Berne, a gagné passablement de conseillers nationaux. Est-ce que c'est une résultante aussi, d'une certaine façon, de ce qui s'est passé pendant le Covid, les mesures sanitaires complètement disproportionnées, et l'hystérie dont Uli Maurer parlait, donc ancien conseiller fédéral UTC? Qu'est-ce que vous pensez de cette hystérie covidiste et les mesures qu'ont pris le Conseil fédéral? Est-ce que c'est pas un retour de boomerang justement pour confirmer les positions qu'ont pris certains de vos collègues, notamment Monsieur Jean-Luc Ador, conseiller national du Valais? Juste de dire que l'UDC a été le grand gagnant des dernières élections nationales en Suisse. C'était donc
au mois d'octobre 2023, c'était assez récent, nous représentons à peu près 30% de l'ensemble de l'électorat en Suisse. C'est la moyenne sur l'ensemble de la Suisse. Ça veut quand même dire que 70% sont représentés par toutes les autres mouvances politiques. Nous sommes de très loin le plus grand des groupes politiques représentés à l'Assemblée fédérale, mais comme vous l'avez entendu, nous présentons à la fin que 30% du total. Ce qui a probablement convaincu beaucoup d'électeurs de glisser un bulletin UDC dans les urnes, c'est effectivement, alors vous avez évoqué le Covid, j'observe effectivement que l'UDC était le seul parti avoir critiqué la politique de mesures anti-Covid-19 du Conseil fédéral, avec beaucoup de mesures liberticides, des mesures autoritaires, notamment sur le fait que les gens ne pouvaient plus se voir, ils avaient l'interdiction de se rencontrer, il y avait une quasi-obligation de vaccin, il y avait la nécessité de respecter toutes sortes enfin, nous imposer toutes sortes de contraintes. Et puis l'UDC a été le seul parti, d'une manière ouverte, à dire ça va trop loin, ces mesures ne se justifient pas dans cette ampleur-là. Et assurément, ça a joué un rôle parmi d'autres sur le choix des électeurs. Peut-être un autre élément qui me paraît évidemment important, c'est que l'image que l'UDC a auprès de la population suisse d'être un parti en mesure de résoudre les crises, d'être un parti qui voit la réalité telle qu'elle est, qui ne se ment pas, qui a un discours honnête, un peu froid par certaines occasions ou selon certaines critiques, mais enfin un parti qui a la tête sur les épaules et qui ne recule pas devant le politiquement correct. Et ça, probablement, que ça a aussi joué un rôle déterminant pour permettre à l'UDC de regagner quelque part électoral. Mais enfin, comme vous l'avez entendu, même si l'UDC est le parti qui a gagné les élections fédérales de 2023 en Suisse, nous sommes malheureusement encore très très loin d'avoir une quelconque majorité. On est à 30% des parts électorales, même un tout petit peu en dessous, à 28 ou 29% des parts électorales en Suisse. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Alors, notre audience doit comprendre que, en fait, cette proximité avec la population est due au système politique de milice qu'il y a en Suisse. Ce système politique est moins efficace qu'il l'était auparavant. C'est-à-dire que les élus ont une activité dans le civil, ce qui leur permet d'être proches des citoyens. Mais cette tendance a changé. Quelles en sont les raisons? C'est-à-dire que les élus passent beaucoup plus de temps sous le palais fédéral, il y a beaucoup plus de bureaucratie. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Malheureusement, on constate en Suisse la même tendance que dans beaucoup d'autres démocraties occidentales, c'est-à-dire il y a une, euh, une vie politique, une vie administrative qui est de plus en plus importante, imposante, une administration qui grossit aussi à vue d'œil. Jamais autant qu'en 2024, l'administration suisse, l'État suisse n'a été aussi fort et imposant et nombreux que maintenant, et que vis-à-vis des défis de plus en plus importants, de plus en plus multiples, de plus en plus complexes, eh ben, ça permet de moins en moins, par effet de vases communicants, d'avoir des vrais politiciens de milice, c'est-à-dire des gens qui, depuis le début, depuis le 19e siècle, étaient chefs d'entreprise, avocats, ouvriers, enseignants, agriculteurs, et qui, en plus de ça, étaient élus comme parlementaires au niveau national et donc allaient voter les lois. On voit de moins en moins de gens qui ont le temps pour ça. C'est fou le nombre aujourd'hui de chefs d'entreprise, par exemple, ces chefs de petites et moyennes entreprises, ce tissu qui représente 90% du PIB suisse, qui n'arrive plus à envoyer leurs représentants sous la coupole fédérale, donc à l'Assemblée fédérale. Pourquoi? Parce que les gens qui dirigent l'entreprise n'ont juste plus le temps de s'en occuper, euh, n'ont juste plus le temps de pouvoir consacrer leur vie à autre chose, quoi, au fonctionnement de leurs propres affaires. Et ça induit effectivement ce phénomène que vous avez décrit, c'est que de fait, il y a une tendance évidente en Suisse à une forme de professionnalisation cachée, c'est-à-dire que les élus au niveau fédéral, même s'ils sont officiellement des miliciens, officieusement sont désormais des politiciens
bien établis et puis n'ont plus ce contact direct, de moins en moins en tout cas ce contact direct avec les réalités du terrain, si je peux passer cette expression. Une comparaison avec la France, en France, des fonctionnaires peuvent faire de la politique et ensuite, entre guillemets, ne pas être responsables de leurs actes au niveau politique et ensuite retourner, par leurs privilèges comme fonctionnaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible en Suisse? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est aussi possible en Suisse. Alors, il y a certaines fonctions publiques qui interdisent explicitement un mandat électif, mais pas toutes. Donc, on peut tout à fait, par exemple, être enseignant et puis être un élu au niveau cantonal, donc régional, ou au niveau national, sans que ce soit une difficulté. Voilà, il y a des réserves, mais elles ne s'appliquent pas à tout le monde à tout le monde enseignant. On peut être policier aussi, être un élu au Conseil national. Donc, il y a une certaine liberté de manœuvre à ce sujet, oui. Revenons à l'initiative, donc on imagine difficilement, le Conseil fédéral proposer un contre-projet. Est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors déjà, qu'est-ce que le contre-projet? Oui, alors, merci beaucoup de cette question. Donc, le compte-projet, c'est un outil institutionnel qui permet soit au gouvernement suisse, soit au Parlement suisse, de pouvoir admettre qu'une initiative n'est pas si mal que ça, mais de lui préférer une autre proposition et donc de créer sur la base d'une initiative un contre-projet, d'où son nom, qui peut, par exemple, reprendre tout ou en partie l'initiative, respectivement l'idée même de cette initiative, mais proposer une mise en œuvre légale différente que la volonté des émissions. C'est un outil qui est très souvent utilisé en Suisse. On vote très souvent sur des comptes projets directs ou indirects. Il y a encore deux sortes de comptes projets. Le compte projet direct, c'est quand en fait on va permettre aux Suisses d'opposer les deux projets, c'est-à-dire l'initiative d'une part et le compte projet d'autre part, et les Suisses votent sur les deux objets. Elles doivent déterminer en cas d'acceptation des deux lequel des deux objets ils préfèrent. Ça, c'est le compte projet direct. Et le compte projet indirect, c'est quand le Conseil fédéral modifie et le Parlement modifie directement la loi pour répondre aux exigences de l'initiative avant que celle-ci soit soumise au peuple. Et puis, et puis en cas d'acceptation de l'initiative, c'est évidemment le texte d'initiative qui est censé primer, mais en cas de refus, eh ben, la loi a déjà été modifiée dans le sens euh, souhaité par les initiants, et donc une partie ou les parties jugées positives par les institutions de l'initiative sont mises en œuvre dans la loi. Enfin, il appartient, si le compte-projet est jugé suffisamment bon par les initiants, que ces derniers peuvent retirer l'initiative, hein, si on ne vote plus, c'est directement la loi qui va être modifiée puis appliquée. Voilà. Alors, est-ce que dans le cas d'espèce, dans l'initiative pour la neutralité, le Conseil fédéral estime qu'il faudrait y adjoindre un compte-projet? La question est ouverte. La question sera répondue dans une année et demie à peu près. Le Conseil fédéral devra indiquer ce qu'il souhaite faire, un compte-projet ou pas. Et évidemment, il va tenir compte peut-être justement de certaines enquêtes d'opinion, de son ressenti. Est-ce que ce texte, tel que proposé, a de grandes chances ou pas d'aboutir devant le peuple? Si le Conseil fédéral estime que ce texte n'a aucune chance devant le peuple, il va probablement pas vouloir rédiger un contre-projet pour mieux enterrer l'idée dans la population. Par contre, si le Conseil fédéral a un sentiment que cette initiative peut effectivement obtenir la majorité du vote des citoyens suisses, alors là, il sera peut-être tenté de proposer un contre-projet un peu édulcoré, puis ensuite d'espérer que ce fameux consensus suisse, ce fameux compromis bien de chez nous, fasse son effet, puis que les Suisses confrontés à l'option d'une initiative qui sera la version, on va dire, à 100%, eh ben, peut-être préféreront-ils une version à 50% sous la forme d'un compte projet. Ça, c'est le Conseil fédéral qui aura évidemment la, la, la liberté en fait de manœuvre de proposer ça. Alors, on a bien compris, tout à l'heure et vous l'avez mentionné qu'il y a un lien évident entre neutralité et souveraineté et Oui, les Suisses sont très attachés à ce concept de souveraineté. Heu, il est vrai que la Suisse a échappé de justesse à l'entrée dans l'Union européenne. Christophe Blocher, qui était, à la tête de l'UDC, qui avait aussi, des moyens financiers importants, qui avait dit que c'était l'une des initiatives qui lui avait coûté le plus cher.
Ceci dit, à l'époque, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de Suisses qui étaient partisans pour une entrée dans l'Union européenne ont complètement reviré et changé d'avis, vu la situation en Europe, une commission de gens qui ne sont pas élus, qui partent dans tous les sens. Ursula von der Leyen qui achète pour des dizaines de milliards de vaccins par SMS avec Pfizer. Enfin, ces gens sortent complètement du droit. Ils envoient des armes et de l'argent en Ukraine alors qu'ils n'ont absolument pas, par les traités, ces prérogatives. Qu'est-ce que vous pensez de cette Commission européenne complètement hors de contrôle? C'est précisément ce qui motive le combat de pro-suisse, c'est de ne pas rejoindre en fait cette immense bureaucratie européenne, de ne pas devoir s'y soumettre politiquement, ni juridiquement d'ailleurs. C'est pour ça que nous nous battons pour préserver notre démocratie directe, notre souveraineté populaire avec cette décentralisation du pouvoir qui est propre en fait au système institutionnel suisse. La Suisse est donc composée de trois strates institutionnelles, le niveau communal, le niveau cantonal et le niveau fédéral ou niveau national, qui est tout en haut de cette troisième strate. Et puis, il y a un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que l'étage inférieur peut réaliser, donc le niveau communal à la place du niveau cantonal, le niveau cantonal à la place du niveau fédéral, est souhaitable. Donc, il y a cette fameuse efficience suisse qui fait la réputation de la Suisse à travers le monde, l'efficacité, l'engagement aussi des revenus publics avec la plus grande efficience possible, même si la Suisse euh, euh, n'est pas, comment dire ça, est loin de tout reproche. Il y avait cette très belle phrase de Talleyrand qui disait que quand, euh, quand je m'ausculte, je m'effraie, quand je me compare, je me rassure. Et peut-être là, la Suisse peut effectivement se rassurer par rapport à sa manière de fonctionner. Et l'Union européenne, c'est une toute autre structure totalement étrangère à l'ADN suisse, c'est-à-dire une structure centralisatrice, bureaucratique, avec des concentrations de pouvoir à la tête de commissions qui ne sont pas élues par le peuple. C'est des choses qui sont vraiment étrangères à la manière de faire en Suisse et qu'on nous demande en fait de sacrifier euh, si on devait se rapprocher de trop près de l'Union européenne. Ce seront des outils qui seraient menacés en Suisse, les outils de démocratie directe sont un véritable danger, un danger pour nos institutions politiques, mais aussi un danger pour la prospérité économique, pour la qualité de vie en Suisse, pour la préservation de l'environnement en Suisse, pour la préservation de nos infrastructures, leur développement, parce que, et j'en suis absolument convaincu, la prospérité de mon pays a beaucoup à voir avec la manière dont ces institutions sont gérées. J'aime des fois à imaginer euh, la France, si la France avait eu un système institutionnel suisse, si elle avait cet ADN également, avec les richesses incroyables que possède la France, son accès à la mer, ses matières premières, ses grands espaces, sa force industrielle passée, si la France avait eu un système institutionnelle à la mode suisse, elle serait aujourd'hui incontestablement, j'en suis absolument certain, le leader européen qu'elle devrait être, même un leader mondial. Et puis malheureusement, la France est sous cette chape de plomb imposée par la centralisation de la République qui lui impose en fait un régime qui a brimé sa prospérité, son innovation. Et tout ceci est un beau gâchis. Et la Suisse, malheureusement, n'échapperait pas à cette très mauvaise évolution si elle devait se rapprocher de trop près des institutions de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron, ce fameux Young Leader qui a été promu par le WEF, qui est basé à Cologne en Suisse, et Klaus Schwab, dont on va parler dans quelques instants, certaines choses que j'aimerais relever, parce qu'effectivement, la France est depuis, je dirais, 1789 en chute libre. Il n'y a plus vraiment de démocratie. Cet homme a été élu avec à peine 20% des voix des Français. Il y a de nombreux fleurons français qui ont été bradés. Il y a eu un conseil de défense illégal qui a été mis en place en France pendant la crise du Covid. On a envoyé des brigades de gens dans les EHPAD pour administrer du Rivotril. On estime qu'il y a environ 40 000 personnes qui sont mortes de ces mesures complètement
illégale et disproportionnée. La France est dans une spirale de dette. La vraie dette française est aujourd'hui quasiment 8 000 milliards d'euros. On semble que la France est en train de vraiment descendre en enfer. Est-ce que vous pensez que la France a vraiment le potentiel de s'inspirer de certains éléments de la démocratie suisse? En tant que représentant de ProSuite, j'ai finalement pas d'avis à donner ou à défendre aux affaires politiques propres à la France. Je constate que la manière de faire de la politique en France est aux antipodes de ce qui se fait en Suisse, où depuis la Suisse, vous l'avez évoqué, je suis aussi président du parti du terroir, parti de la terre en Suisse, et puis il y a cet ancrage terrien qui est vraiment très fort, qui est très ancré dans notre ADN. On fait de la politique dans sa commune, par exemple le système de parachutage qui est bien connu en France, n'est pas possible du tout en Suisse. On ne peut pas. Moi-même, j'habite une petite commune dans le Chablais-Vaudois, vous l'avez relevé en début d'émission. Je ne peux pas être élu dans la commune voisine qui est à distance de 3 kilomètres. Donc, il y a un ancrage territorial fort, un ancrage terrien qui, effectivement, ne correspond pas à l'image qu'on a d'un Emmanuel Macron qui a finalement cette image très élitiste, issue d'une élite pour une élite, et qui n'a pas, ou qui ne cultive pas en tout cas, qui ne semble pas venir d'un terroir français, d'une, d'une réalité terrienne, d'une réalité propre au monde français. Et et est-ce que la Suisse peut être une source d'inspiration? Oui, mais personne n'a besoin de venir en Suisse pour le voir. L'ouverture culturelle à ce qui se fait ailleurs, et donc ce qui peut se faire en Suisse, pourrait permettre effectivement aux institutions politiques françaises de s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus efficients de gérer notre administration et notre système étatique. À titre personnel, je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses à reprendre du système politique suisse pour la France comme pour d'autres pays à travers le monde, mais en aucun cas, j'ai la légitimité pour venir donner des bons conseils, ni pour venir dire à autrui, aux Français, aux Allemands, aux Européens ce qu'ils doivent faire. Voilà, je suis simplement 100% convaincu au fond de moi-même que ce modèle démocratique suisse est un modèle sur lequel la prospérité de la Suisse a pu se faire. Et si c'était vrai pour la Suisse, c'est à mon avis aussi vrai pour d'autres États. Alors, comme je disais au début, l'UDC est un parti qui est euh, historiquement ancré à la terre, donc avec ce bon sens paysan, on voit il y a de vrais problèmes agricoles en Europe. En France, spécialement, on voit qu'il y a une volonté de détruire l'agriculture et d'imposer par quelques multinationales et la concentration. Est-ce qu'en Suisse, il y a aussi une bureaucratie qui est en train de se mettre en place dans l'agriculture sous différentes formes. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette évolution qui met en danger déjà la qualité des produits? En France, on voit qu'il y a plein de produits qui viennent de l'Union européenne, des pays de l'Est, qui ne respectent pas les normes environnementales ni du respect des animaux. Il y a eu des ouvertures massives de produits ukrainiens alors que ce pays n'est même pas dans l'Union européenne et qui viennent concurrencer de manière totalement scandaleuse nos producteurs français. Est-ce que vous, d'une certaine façon, vous pensez que la Suisse, au fil du temps, va être vraiment aussi exposée par la destruction programmée de son agriculture? Alors, c'est malheureusement un constat qu'on fait en Suisse, c'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui représente malheureusement une partie infime du PIB de la Suisse, que moins d'un aliment sur deux consommé en Suisse est produit en Suisse, alors même que la notion de souveraineté alimentaire est inscrite dans la Constitution fédérale, donc la Constitution de la Suisse. Et j'y vois évidemment, c'est pas surprenant le fait de venir d'un parti originellement le Parti des paysans, des indépendants et des artisans, c'était le nom de l'UDC à l'époque, Parti des paysans, artisans, indépendants, euh, devenir un parti ancré dans le terroir. La terre, c'est la souveraineté. Et la souveraineté alimentaire est constitutive de la souveraineté politique. La souveraineté politique, elle peut se décréter, mais si elle n'est pas vécue, si elle n'est pas réalisée matériellement, elle n'est que décrétée, elle n'est que chimère.
La souveraineté politique, c'est l'accumulation de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique, de la souveraineté monétaire, de la souveraineté militaire. Et ce sont toutes ces souverainetés qui, on sent, créent la souveraineté politique et qui rendent cette souveraineté politique euh, tangible, perceptible, concrète. Et évidemment, quand on s'en prend à la terre, quand on s'en prend à la souveraineté alimentaire d'un pays, on affaiblit évidemment sa souveraineté politique. Il est donc urgent, et on se bat dans mon pays, on se bat en Suisse, nous, gens de l'UDC, pour que notre autonomie alimentaire soit la plus grande possible. On se bat pour préserver nos sols d'assolement. C'est aussi pour ça que nous avons, en tant qu'UDC, beaucoup combattu l'immigration massive qui s'est abattue depuis l'accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne sur notre pays. On est aujourd'hui en Suisse plus nombreux qu'en Autriche, alors que le territoire national suisse est 2 fois plus petit que celui de l'Autriche, donc des pays similaires, alpins. En fait, on constate combien est-ce qu'on a été ces 20 dernières années soumis à une explosion démographique qui n'est pas sans conséquence sur nos souverainetés, en particulier la souveraineté alimentaire, mais je pense aussi à la souveraineté énergétique. Il y a des grands débats en Suisse, des vrais risques de pénurie d'électricité en raison depuis le début du conflit en Ukraine, en tout cas, en raison des carences de livraison de gaz qui ont été décidées depuis le début de ce conflit. Donc, en fait, on se rend compte que la Suisse, comme la France, comme tous les États, pour pouvoir affronter les incertitudes de demain en matière géostratégique, ont finalement la nécessité de renforcer leur propre indépendance, leur propre souveraineté, parce que la souveraineté, dans le cadre des relations internationales, c'est aussi l'agilité. Un pays souverain, c'est un pays qui peut, avec beaucoup de souplesse, réagir aux événements du monde. Alors, si on fait une comparaison par rapport à la France au niveau migratoire, parce que c'est aussi un vrai sujet en Suisse, on voit que la France est submergée d'immigration, une immigration de masse économique, et qui a une volonté de faire venir des gens alors qu'on n'a plus les moyens de leur donner du travail et des conditions de vie décentes. On ouvre les vannes, il y a des fonds d'ONG qui sont financés par Soros et d'autres activités pour encourager des clandestins à venir, à rentrer en Europe, et la France est complètement submergée. Ça devient vraiment une, une vague migratoire qui est totalement hors de contrôle. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que ça pourrait aussi avoir des conséquences en Suisse d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous pensez que le Conseil fédéral qui est en charge de la protection du territoire et les gardes frontières sont potentiellement prêts à faire face à une crise migratoire de grande ampleur où des clandestins rentreraient dans le pays? Alors, je vais paraphraser le président Nicolas Sarkozy qui disait, c'était après sa présidence de la République, lors d'une intervention devant, je crois, des, des entrepreneurs français, où il parlait justement de la question migratoire et où il disait l'immigration, les phénomènes migratoires, on en est vraiment qu'au début. Donc, il suggérait de s'y préparer parce qu'on est qu'au début d'un phénomène qui va être de plus en plus important. C'est d'ailleurs le cas, l'ONU en 2024 donnait des chiffres de migration à travers le monde qui étaient 2 fois plus importants que ceux de 2010. On est bel et bien dans une augmentation impressionnante des phénomènes migratoires à travers le monde. Effectivement, tous les indicateurs laissent penser que ce phénomène ne va faire que s'amplifier et que l'Europe, dans son ensemble, et là je ne fais pas de différence entre la Suisse, la France ou d'autres États européens, va être particulièrement concernée par ce phénomène. C'est un phénomène que, bon, en Suisse, en fait, il y a peut-être en tout cas deux éléments importants à distinguer. Il y a vraiment une immigration économique qui vient en Suisse. Cette immigration économique a fait augmenter la population de la Suisse en l'espace, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, en l'espace de 24 ans, une augmentation totale de la population de 20%. En Allemagne, le titre de comparaison, c'est 1%. Donc, la Suisse a connu une immigration 20 fois supérieure proportionnellement à sa population que l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Union européenne. Et là, en fait, on voit tout de suite la démesure, la disproportion qui exige que des mesures compensatoires soient prises en Suisse. C'est ce que réclame mon parti, c'est ce que réclame Pro-Suisse également depuis longtemps, mais des mesures qui ne sont pas prises du tout par la majorité, je vous le disais,
Mon parti, c'est 30% de l'électorat, donc 70, c'est les autres. Et tous les autres, en fait, refusent aujourd'hui de discuter sereinement de mesures visant à limiter quelque peu l'immigration suisse. Puis ensuite, il y a toute l'immigration dite clandestine ou les demandes de venir par les voies de l'asile. Et là, il faut probablement tendre un doigt accusateur auprès de tous ceux qui génèrent de faux espoirs à des populations qui n'ont absolument aucun avenir, ni en Suisse, ni dans le reste des pays européens. Quelle est la chance d'intégration de gens qui viennent de l'hémisphère sud, qui tentent de prendre des risques totalement inconsidérés pour venir jusqu'en Europe afin d'avoir une existence totalement indigne ici en Europe. Les perspectives, par exemple, pour la Suisse, de se dire, tiens, je viens d'un immigré qui viendrait de l'hémisphère sud, qui prendrait des risques pour venir en Suisse, la perspective d'intégration en Suisse, la perspective de pouvoir un jour se développer, avoir un emploi, pouvoir envisager une certaine qualité de vie, elles sont absolument nulles. Le marché du travail en Suisse est devenu tellement concurrentiel, il vous faut être plurilingue, il faut avoir un niveau d'études absolument important, et c'est certainement pas, malheureusement, l'immense majorité des gens qui arrivent en Suisse. En fait, on crée de faux espoirs, ça donne bonne conscience à toute une élite politique de centre-gauche qui y voit un acte humanitaire, alors que moi, je n'y vois qu'une action de bonne conscience qu'on s'offre à nous-mêmes, alors qu'on condamne des centaines de milliers, voire des millions de personnes à errer d'un guichet social à un autre guichet social, d'un pays européen à un autre pays européen. Navré pour toutes les personnes qui se donnent bonne conscience, moi, j'y vois ici, au contraire, que de l'indignité, aucune vraie perspective de développement. L'avenir de ces gens qui viennent de l'hémisphère sud, il est certainement d'abord dans leur pays, dans leur région, pour le développement de leur pays et de leur région. C'est ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir trouver la force de développer leur propre pays d'origine, pour leur donner des perspectives d'avenir pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants, et certainement pas de céder au mirage, aux alouettes que certaines élites en Europe tendent à se croire qu'il y a des perspectives d'avenir ici. Alors justement, le centre gauche, l'idéologie de gauche a tout fait pour imposer le regroupement familial, en France aussi. Et puis en Suisse, il y avait aussi un statut de saisonnier qui permettait de réguler efficacement en fonction des besoins du marché, notamment au niveau agricole. Est-ce que vous êtes pour une suppression de ce regroupement familial qui ouvre les portes à une immigration entre guillemets illimitée d'une certaine façon et ce statut de saisonnier. Est-ce que en France aussi, alors la France ne l'a pas vraiment adopté, mais ce statut de saisonnier était intéressant et a fait ses preuves en Suisse. Est-ce que vous êtes déjà pour un rétablissement du statut de saisonnier en Suisse et que ce serait une possibilité aussi pour la France pour apporter un soutien à son développement agricole? En tout cas, la proposition de rétablir le permis A en Suisse, donc le permis de saisonnier, ça a été une des propositions formulées par mon parti pour la mise en œuvre de l'initiative acceptée par les Suisses. C'était le 9 février 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans. Les Suisses avaient soutenu une initiative lancée par l'UDC, soutenue par l'ancêtre de Pro-Suisse, l'ASIN, à l'époque, l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, devenue Pro-Suisse depuis. Eh ben, cette initiative acceptée par le peuple devait être mise en œuvre. Alors, elle n'a pas été conformément à la volonté du peuple. On avait déjà évoqué ces problèmes de mise en œuvre tout à l'heure dans notre entretien. Et la proposition de l'UDC, c'était précisément de pouvoir, entre autres, rétablir le permis saisonnier. Donc, en clair, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que c'était le permis saisonnier? C'était effectivement souvent utilisé dans le monde agricole, qui avait besoin de droits, mais pas seulement. Eh ben, c'était un permis qui permettait pas le regroupement familial et qui permettait à un travailleur étranger de pouvoir venir travailler en Suisse un maximum de 9 mois consécutifs et ensuite devait quitter la Suisse pendant 3 mois et puis pouvait revenir l'année suivante pour de nouveau travailler maximum 9 mois, puis ensuite devait quitter la Suisse au moins 3 mois. Alors, c'était des conditions euh, qui étaient euh, certainement exigeantes, mais qui permettaient en fait à un travailleur qui venait, c'était beaucoup des gens de l'Est de l'Europe qui venaient en Suisse, non seulement de pouvoir vivre ici en Suisse, mais également de faire vivre leur famille dans le pays d'origine et surtout d'avoir 3 mois de temps disponible aussi. Ensuite, je dirais pas c'était des temps de vacances, mais c'était
certainement des conditions qui offraient aussi des perspectives de pouvoir être en famille durant une période assez longue, 3 mois. Je connais personne d'actif en Europe aujourd'hui qui peut pendant 3 mois s'arrêter de travailler et profiter de temps libre en famille. Ça n'existe plus. Donc c'était un statut difficile, certes. Certains l'ont très mal jugé, mais c'est un statut qui objectivement offrait aussi des compensations que plus aucun, des compensations sociales, si vous voulez, que plus aucun pays en Europe ne peut proposer. Donc il faut voir l'ensemble de la chose et l'implication que ça avait pour les travailleurs détachés. Enfin, les travailleurs détachés, ce n'était pas les travailleurs détachés, c'était les travailleurs saisonniers. Et oui, c'est certainement une mesure qui avait fait ses preuves et qu'il ne s'agissait pas de laisser tomber pour notre pays. En tout cas, la plus-value pour la Suisse de laisser tomber ce statut-là n'est pas perceptible. Alors, on arrive doucement à la fin de cette interview. J'ai encore juste deux, trois questions à vous poser en lien avec justement l'immigration, qui est un vrai problème actuellement en France, puisqu'il est totalement hors de contrôle. On ne sait pas comment ça va évoluer. En Suisse, il y a une initiative actuellement euh, qui est organisée par l'UDC pour euh, avoir un maximum de 10 millions de personnes, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer en grande ligne cette initiative? Oui, une initiative qui a été déposée tout début du mois d'avril, donc à l'heure où on se parle, elle a été déposée en fait mercredi passé à la chancellerie fédérale avec un nombre record de 115 000 signatures récoltées en à peine 9 mois. Faut-il rappeler que ces signatures, la loi prévoit en Suisse, donc c'est 100 000 signatures qui doivent être récoltées sur 18 mois. Donc en 2 fois moins de temps que le délai légal prévu, on a récolté plus de signatures avec une jolie marge supplémentaire que prévu. Donc bel et bien un signe que les Suisses veulent régler ce problème. Cette initiative, en fait, c'est le retour de la monnaie de la non-application de l'initiative du 9 février 2014 qui visait à freiner l'immigration massive. Ça n'avait pas été mis en œuvre parce qu'à l'époque, le gouvernement suisse avait dit cette initiative contrevient aux accords signés avec l'Union européenne et nous, on préfère privilégier les accords signés avec l'Union européenne que d'appliquer l'initiative. Donc, on ne mettra pas en œuvre l'initiative. Cette fois-ci, l'approche est un petit peu différente de l'UDC. Elle ne dit pas il y a trop d'immigrés maintenant, il faut tout de suite prendre des mesures. Elle dit nous fixons une norme dans le temps. Nous ne devons pas atteindre 10 millions d'habitants avant 2050. Et si nous devions arriver à tout près de ce chiffre, donc à 9 millions et demi, et nous sommes en Suisse aujourd'hui à un peu plus de 9 millions, donc il est fort probable qu'on arrive à 9 millions et demi dans la décennie qui approche, eh bien, le Conseil fédéral serait tenu de devoir prendre des mesures qui peuvent, par exemple, être la suspension euh, du regroupement familial, jusque, par exemple, la dénonciation ou la renégociation des accords de libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Alors, juste encore deux questions, une en lien avec la Banque nationale suisse et une autre sur Claude Schwab. En lien avec la Banque nationale suisse, j'ai écrit un livre qui est sorti au mois de septembre l'année dernière sur les fondamentaux de la monnaie et l'importance de leur physique. J'avais bien suivi l'histoire, notamment dans les années 90, où Ferdinand Lips, l'ancien banquier zurichois, avait mis en garde les parlementaires suisses avec son livre Gold Wars, qui expliquait qu'il y avait une guerre de l'or et une guerre qui était faite aussi contre la Suisse et contre ses réserves. Et la Suisse a adhéré au Fonds monétaire international en 1992. Et depuis que la Suisse a adhéré au Fonds monétaire international, elle peut plus complètement adosser sa monnaie à l'or physique. Et il se trouve que la Suisse, la Banque nationale suisse s'est beaucoup exposée aux devises étrangères, qui a fait exploser son bilan. Et on suspecte aujourd'hui que la Banque nationale suisse utilise le trafic des paiements euh, pour, euh, pour générer, acheter de la dette étrangère. Et depuis que la Suisse a adhéré au Fonds monétaire international et que sa constitution a été changée en 1999, on voit qu'il y a beaucoup plus de chômage, beaucoup plus d'insécurité, toujours plus d'impôts. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution extrêmement néfaste et qu'est-ce que vous pensez aussi de la Banque nationale suisse? Alors, on dit qu'elle est indépendante de la politique, mais certainement pas de la haute finance. Est-ce que vous êtes inquiet des activités de la Banque nationale suisse? Ouais, on a une expertise qui n'est pas vraiment le mien, genre, donc la peine est très exhaustive sur tous les différents éléments que vous évoquez
avec moi. Ce qui me paraît très clair, c'est que, je l'évoquais il y a quelques instants, la souveraineté d'un pays, c'est l'accumulation de plusieurs souverainetés, dont la souveraineté monétaire. Et donc très heureux que la Suisse n'ait pas abandonné sa monnaie comme d'autres États l'ont fait. Malheureusement, les États voisins de la Suisse l'ont fait, et qu'elle a gardé sa propre monnaie, donc sa propre souveraineté monétaire, ce qui rend en fait notre monnaie aujourd'hui plutôt forte en comparaison internationale, plutôt une valeur refuge qui reste à priser et qui est probablement d'ailleurs un des motifs qui permet à la place financière suisse de rester une place plutôt compétitive au niveau international. Après, je regrette effectivement, et ça, il y avait une initiative il y a quelques années en Suisse qui voulait rétablir ces dividendes sur l'or, qui souhaitait redonner plus d'importance au capital or de la Banque nationale. C'est un texte que j'ai soutenu à titre personnel parce que précisément, il va vers un renforcement de notre propre souveraineté, vers une diminution de nos risques liés à l'étranger. Ensuite, tout ce qui est lié aux implications, aux imbrications de la Banque nationale avec la haute finance, on rentre dans un domaine d'expertise qui n'est pas le mien, sur lequel j'ai malheureusement pas beaucoup d'expertise pour dialoguer. Alors, dernière question concernant Klaus Schwab. Donc, cette personne est le président du World Economic Forum, qui est basé à Cologne, à côté de Genève. Euh, Cette personne se vante de pénétrer, selon ses propres termes, tous les cabinets de la planète. Il a été reçu il n'y a pas si longtemps par Antonio Auger, le conseiller d'État à Genève. On entend dire de Monsieur Schwab qu'en 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet des agissements de cette personne et de ses objectifs réels? En tout cas, ce que je constate, c'est que la souveraineté, l'accès à la propriété, qui est finalement la souveraineté réduite à l'état d'une personne, propriétaire terrien, qui a la capacité d'exercer une, une maîtrise d'un bout de terre, la souveraineté populaire sur un État, c'est des valeurs fondamentales que je défends, des valeurs fondamentales qui ont pétri mon engagement politique et qui font que toute politique visant au contraire à dessaisir euh, les citoyens de leurs biens est plutôt perçu de manière négative. Finalement, la terre, elle appartiendra toujours à quelqu'un. La question, c'est de savoir à qui. Est-ce qu'elle appartiendra souverainement à une population qui a la main mise sur la destinée de ce bout de terre? C'est le cas en Suisse avec la souveraineté du peuple et des cantons suisses sur le territoire de la Confédération. Et si on vient à céder cette souveraineté à d'autres, on a parlé de l'Union européenne dans notre reportage, on aurait pu évoquer d'autres menaces. Vous évoquez Klaus Schwab et le WEF. Eh bien, si on cède finalement notre souveraineté, notre droit de décider ce qui est bon de faire sur le bout de terre sur lequel on vit, eh bien, effectivement, on court à mes yeux un grand risque de se voir imposer un idéal de vie, peut-être pour d'autres que c'est un idéal de vie, mais moi, mon idéal de vie, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté. Et donc, c'est clair que je vais combattre politiquement toute tentative de vouloir nous voir céder ces bouts de liberté, ces espaces de liberté que constituent les États-nations. Alors, il y a justement un lien direct, ça sera ma dernière question par rapport à- à- à la monnaie, qui est un sujet central, qui est assez peu compris, euh, parce que déjà, il n'est pas vraiment enseigné à l'école, donc il y a une profonde méconnaissance, ignorance du sujet. Les Amis de la Constitution ont lancé une initiative pour s'assurer que l'argent liquide soit maintenu, parce qu'on voit ils vont chercher à imposer un Great Reset. Klaus Schwab ne le cache plus, et ils le disent ouvertement, et d'imposer un CBDC, donc une Central Bank Digital Currency, une monnaie numérique contrôlante, une monnaie qui va permettre en fait comme en Chine, de programmer qui peut acheter quoi, où, comment, dans quelles circonstances. C'est une véritable menace pour nos libertés. Comment vous positionnez, vous, l'UDC, par rapport à cette initiative sur d'inscrire dans la Constitution que l'argent liquide est indissociable de nos libertés?
l'UDC ne s'est pas encore prononcé sur ce texte d'initiative. Mon parti le fera quand celui-ci sera soumis finalement au verdict des suites. Donc là, je peux vraiment pas parler au nom de mon parti, ni même de ProSuisse qui ne s'est pas positionné sur la question, mais à titre tout à fait personnel, il me semble absolument central de défendre euh, la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire l'argent liquide, parce que il fait partie précisément de nos libertés, de nos souverainetés. Alors, je ne m'oppose en rien au paiement électronique, paiement par carte bancaire. C'est des moyens de pouvoir régler rapidement un certain nombre de choses. Et là, je ne suis pas l'adversaire ou l'ennemi des moyens de paiement électronique. Par contre, je suis le partisan du maintien de l'argent liquide, le fait de pouvoir disposer de billets de banque, de pouvoir disposer de la monnaie sonnante et trébuchante et de pouvoir continuer à l'avenir à garantir constitutionnellement le pouvoir de régler ses achats, sa consommation avec la monnaie fiduciaire. Donc, un grand soutien à cette initiative, mais je ne mènerai pas une opposition entre les deux types de paiement. Les deux sont complémentaires, mais l'un ne doit en aucun cas supplanter définitivement l'autre. Et ceux qui veulent pouvoir payer avec argent liquide doivent pouvoir le faire en toutes circonstances avec les garanties euh, légales, constitutionnelles, qu'on ne leur refusera jamais leur argent sous prétexte que ce n'est pas de l'argent numérique. Voilà, ça c'est vraiment, et de nouveau, c'est un combat de liberté, de souveraineté qui est essentiel à mes yeux, oui. Alors, Kevin Granger, je rappelle que vous êtes coordinateur suisse romande pour ProSuisse. Vous êtes aussi responsable de l'Union démocratique du Centre pour le canton de Vaud. Quel est le mot de conclusion que vous feriez à notre audience suisse par rapport à cette initiative dont on a parlé? On a parlé de nombreuses choses aussi connexes, mais qui sont intéressantes pour comprendre un petit peu les enjeux. Quel est le mot de la fin que vous donneriez à nos auditeurs suisses par rapport à cette initiative et qu'est-ce qu'il faut retenir? La neutralité ne doit pas être banalisée. La neutralité, elle est constitutive de notre souveraineté, elle fait partie de l'ADN de la Suisse, elle est un outil précieux pour la cohésion sociale, ça c'est historique, ça a toujours été le cas, il ne faudrait pas banaliser l'importance que ça joue encore aujourd'hui, même si la perception de cette importance semble peu évidente. La neutralité suisse, c'est également un outil précieux au niveau international, ça permet à la Suisse d'être située sur la carte, de pouvoir proposer des bons offices, de proposer une diplomatie, certes discrète, mais efficace. Il s'agit donc de rétablir la crédibilité de la neutralité suisse, tant pour notre cohésion nationale que pour notre rôle international, pour notre diplomatie internationale. Et c'est pourquoi j'enjoins d'ores et déjà toutes les personnes qui écoutent ce podcast de réserver bon accueil à l'initiative pour la neutralité qui sera soumise dans quelques années au scrutin du peuple et des cantons. Merci beaucoup, Kevin Granger. C'est un véritable plaisir de vous avoir en interview ce matin. Et Merci beaucoup à vous, Ludovic Cavallo, pour votre invitation. merci beaucoup.